que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo point lecture. Ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue sur la chaîne. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Je suis simplement beaucoup en vacances et ça va continuer jusqu'à la fin du mois d'août compris. Donc je ne serai encore pas beaucoup présente, mais je me suis dit, vu que ça faisait quand même un mois que je n'avais rien posté, même si j'ai beaucoup continué à poster des avis lecture sur Instagram, je me suis dit c'était quand même le moment de refaire une petite vidéo. Et de ce fait, je vais donc vous publier un avis sur mes dernières lectures qui sont carrément, sans déconner, certaines qui datent du mois d'avril, voire du mois de mai. Donc vous m'excuserez si les résumés ne sont pas très frais dans ma mémoire, et surtout si j'essaye d'aller vraiment plus rapidement que ce que j'ai tendance à dire d'habitude. Mais du coup voilà, on va commencer sans plus tarder. On va donc commencer par des livres que je n'ai plus forcément en physique en ma possession. Il s'agit tout d'abord du Vrai visage de Tulip Taylor, écrit par Anna Mainwaring et publié aux éditions La Martinière, anciennement Martinière Jeunesse, maintenant Martinière Fiction. C'est une histoire du coup sur une jeune fille du nom de Tulip, du coup Tulip Taylor, qui est une grande influenceuse make-up. Elle a un blog, une chaîne YouTube, enfin voilà, mais c'est pour parler de make-up, de maquillage. Une mère qui est toujours hyper attentive à son image pour tenter de gagner l'argent qu'elle a perdu suite au départ de son ex-mari, donc le père de Tulip et de leurs 3 enfants. C'est très compliqué pour elle d'arriver à joindre les deux bouts, donc elles essayent par tous les moyens de gagner de l'argent avec plein de sponsors de produits maquillage, produits de beauté, que ce soit cosmétiques, naturels ou moins. Et un jour, Tulip va sauter sur l'occasion de participer à une télé-réalité, mais c'est plutôt pas forcément qu'elle a sauté sur une occasion, excusez-moi, c'est qu'en fait, le garçon qui lui plaît plus que tout dans son lycée l'a mise au défi de participer à une télé-réalité. Je ne sais plus maintenant le nom, j'essaierai de vous la glisser juste ici en bas, où c'est un peu une sorte de Koh-Lanta en Écosse, où la jeune fille doit aller, mais du coup ça veut dire pas de téléphone, pas de maquillage, enfin bref, tout au naturel, chose qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre de sa vie, mais qu'elle fait par amour un peu fou pour ce garçon. Je m'arrête là pour le résumé. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai lu cette histoire, pour autant je l'avais vraiment beaucoup appréciée, ça m'avait redonné envie, même si je ne l'ai pas fait parce que j'ai beaucoup trop de séries et de films à regarder. Ça m'avait donné envie pendant un laps de temps très court de recommencer un peu la télé-réalité, simplement par ce côté un peu aventurier, ou même si on sait la plupart des choses qui vont être jouées à l'avance, eh bien il reste encore un petit peu d'action, de suspense qui sont très haletants et qui moi me plaisaient quand même assez bien dans certaines missions des Marseillais, des Anges ou que sais-je. Et du coup voilà, ça me donnait très envie de revoir. Et voilà, c'est une lecture assez sympa pour le début du printemps, où il commençait à faire relativement assez chaud et où on commençait à ressortir un peu justement les tenues plus courtes, et les tropiques des chaleurs de cette forêt particulière en Écosse faisaient du bien, même si parfois il a plu aussi. Mais enfin voilà, c'est une histoire très chouette que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore lue. Et voilà, ça peut être assez chouette, je pense. Je continue très rapidement avec le livre Comment j'ai disparu dans la jungle. Malheureusement, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur et de la maison d'édition, mais vous aurez toutes les infos en barre d'informations et je vous les glisserai à nouveau ici devant moi. On va suivre une jeune fille du nom de Eva, ça par contre je ne l'ai pas oublié parce que c'est assez simple, qui n'a jamais connu son père et du haut de ses 12 ans décide à l'insu de sa mère de participer à la fameuse émission que vous avez peut-être connue ou pas. Moi en tout cas personnellement je ne l'ai pas connue, mais je sais que j'ai des gens de mon entourage qui l'ont connue, l'émission Perdue de vue, donc qui permet aux gens de retrouver des gens du coup disparus de longue date, qu'ils aient été adoptés, qu'ils retrouvent des parents biologiques, ou justement que, comme l'histoire de cette petite Eva, bien qu'elle n'ait jamais connu son père, mais que cette émission lui permette de la retrouver. Et elle va donc partir dans les tropiques,
je crois c'est autour de l'Amazonie ou un truc comme ça, mais en tout cas partir dans la jungle pour tenter de retrouver son père, sauf que elle va aller de désillusion en désillusion. Va-t-elle vraiment le retrouver une fois sur place? C'était une histoire vraiment très très sympa que j'ai dévorée, bien que ce soit un roman jeunesse à lire à partir de 8-9 ans. Pour moi, je n'ai absolument pas vu la différence avec un roman young adulte que je lis. C'était hyper fluide, hyper simple, il y a des illustrations, même malheureusement je n'ai plus le livre en ma possession parce que c'était du coup un livre de la bibliothèque de mon quartier. Il y avait à certaines pages même des illustrations, donc ce qui faisait que ça allégeait aussi pas mal au niveau du texte et de l'histoire. Très très sympa, de très mignons dessins faits du coup par le personnage d'Eva. C'était vraiment super sympa de voir son avancée à travers de cette aventure pour retrouver son père. Et voilà, j'espère vraiment un jour relire des histoires de ce même style parce que c'était vraiment hyper sympa. Je me voyais clairement dans la jungle. Donc n'hésitez pas à le lire ou à le proposer aux enfants dans vos entourages si c'est le genre de lecture qui pourrait vous plaire. C'est assez simple. Je dirais que c'est une écriture assez simple pour commencer à lire, mais plus pour les enfants qui savent déjà lire vers justement 8-9 ans. Mais ça pourrait être une histoire très très sympa pour les enfants de votre entourage en tout cas. Donc n'hésitez pas, s'il vous tente, même pour vous, hein, ça pourrait vraiment vous plaire je pense. Puis j'ai lu Slade de Brittany Morris, publié aux éditions Young Novel, où on va suivre Kira qui est la seule enfant noire dans un lycée prestigieux de Blanc. Bien que ce n'est pas facile tous les jours, elle est dans les meilleurs élèves, tutrice de maths pour certains, bref, tout lui réussit. Malgré tout, et bien, vu que ce n'est pas toujours évident pour elle tous les jours au niveau du regard de ses camarades, tout ça, son seul échappatoire reste un jeu vidéo en ligne qu'elle a créé elle-même. Un jeu multijoueur où il n'y a que les personnes noires qui sont acceptées, où c'est, selon elle, un endroit, et selon beaucoup de personnes de la communauté noire, un endroit où ils peuvent tous se retrouver sans risque de discrimination ou quoi que ce soit, même si finalement, est-ce que ce serait peut-être pas le cas du point de vue des autres personnages blancs qui gravitent autour d'elle. Et elle doit surtout cacher cette invention de son jeu à ses parents, sa sœur et notamment surtout son petit copain Malcolm qui lui est persuadé que les jeux vidéo ne sont qu'une perte de temps pour les hommes noirs hyper croyants dans ses principes et tout ça. Et un jour, un hacker va venir pirater le jeu et tenter de passer un marché ou je ne sais plus trop quoi. Bref, il va y avoir un problème dans le jeu avec un internaute qui du coup se fait passer pour anonyme, et Kira n'aura d'autre choix que de tenter de protéger l'anonymat et son jeu avant que cette personne, du coup ce hacker, s'en empare. Désolée si le résumé était un peu brouillon, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai lu et je vous avoue qu'il y avait tellement de termes descriptifs, techniques sur le jeu et surtout avec beaucoup comment dire, en un sens c'est hyper intéressant, mais tellement de parties historiques sur le racisme que l'histoire m'a un peu lassée à un moment donné. Pas le fait d'en savoir plus sur la communauté noire, etc. Pas du tout. Juste les longueurs en fait. Et quand on s'attend de premier abord à un livre de science-fiction, de jeux vidéo, on ne pense pas que l'histoire va prendre une telle place en fait. Et il y a beaucoup de textes, c'était assez long à lire. Donc c'est vrai que même si je me suis accrochée pour le lire jusqu'au bout, c'était pas... Voilà, c'était pas un livre des plus passionnants à lire, mais l'intrigue autour du jeu vidéo était hyper chouette. C'était une de mes premières histoires sur cette thématique et j'espère malgré tout pouvoir en lire d'autres, mais avec des descriptions, j'espère, un petit peu moins condensées. En tout cas, si vous aimez cet univers, si vous connaissez l'autrice, si la maison d'édition, enfin si ce genre d'univers vous parle, il pourrait très bien être fait pour vous.
et je vous le recommande à 100% si vous ne l'avez pas encore lu. Puis j'ai lu Ella l'ensorcelée, écrit par, décidément, les noms d'auteurs et les maisons d'édition ne veulent pas venir aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, ça sera de nouveau tout devant moi et en barre d'informations. C'est vrai que ça fait tellement longtemps que j'ai lu cette histoire. Grosso modo, je ne vais pas m'attarder dessus parce que sinon la vidéo va être interminable. Il s'agit du conte de la jeune fille. C'est un peu un mélange entre une histoire complètement indépendante et La Belle au Bois dormant et Cendrillon. Et comme je vous ai dit avant, un conte qui pourrait être totalement à part, donc de Ella, qui a reçu le don d'être obéissante à tout ce qu'on lui dit, grosso modo. En fait, peu importe les demandes, simplement qu'elle soit obéissante et qu'elle les exécute, peu importe ce que c'est. Par exemple, je sais pas, je pourrais même vous dire, on lui demande de se mordre fort la langue, elle le fera, parce qu'elle a été, voilà, on lui a donné ce don, ou cette malédiction, bref, qu'elle était censée obéir à tout ce qu'on lui demande, même les choses les plus terribles, et va donc tout tenter de mettre en œuvre pour se libérer de ça, surtout à partir du moment où sa mère, qui était une des seules personnes avec sa gouvernante à essayer de la protéger de ça, va du coup, donc la mère de Ella va du coup soudainement à un moment donné mourir, et évidemment le père devra se remarier avec une vraie mégère qui a elle-même 2 filles mégères qui vont lui en faire voir de toutes les couleurs et profiter de ce don, malheureusement. Je m'inquiétais beaucoup suite à ma lecture avec Belle comme le jour, dont je vous reparlais il y a quelques vidéos en arrière. Je m'inquiétais beaucoup au niveau de la police d'écriture, la typographie, que ce soit très petit, que je passe un mauvais moment de lecture, et ça n'a pas du tout été le cas. J'ai dévoré ce livre. Enfin, grosso modo, c'est une super histoire. Vous savez, de toute façon, si vous commencez à me connaître, en tout cas pour mon entourage qui me connaît, vous savez que dans mes lectures principales de prédilection, il y a les réécritures de contes, et j'ai vraiment adoré celle-là. Je ne peux que vous la recommander si cette lecture vous tente, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, j'en serais ravie. Mais en tout cas, foncez si vous ne la connaissez pas. Il y a même une adaptation cinématographique, mais je ne saurais pas vous dire où est-ce qu'on la retrouve. Je crois pas, en tout cas, malheureusement, ni sur Netflix, ni sur Disney+, mais sûrement soit sur Apple TV ou sur Amazon, une adaptation cinématographique avec Anna Thaoué dans le rôle principal, que je me rappelle avoir bien aimé quand j'étais plus jeune. Donc voilà, c'est que de bonnes raisons pour connaître cette histoire, que ce soit par le livre ou par le film. J'ai ensuite lu le premier tome de La Passe Miroir, écrit par Christelle Dabos, publié aux éditions Folio. J'ai eu la chance de rencontrer Christelle Dabos au Salon des Imaginales, enfin la dernière vidéo que je vous ai publiée en fait avant la pause estivale, avec qui donc j'ai eu l'occasion de pouvoir échanger quelques mots. C'est vraiment une personne adorable, et elle était très émue que je relise en fait, que je lui dise que je relise son livre en fait, parce que c'est très rare que je relise des livres, et là l'histoire m'avait vraiment beaucoup plu, en tout cas le premier tome, et quand je lui dis que ça faisait la 2e ou 3e fois que je l'ai relu, elle en était très touchée. Merci encore à toi Christelle Dabos, sûrement que si tu passes par là, de m'avoir accordé quelques instants, cette dédicace et une photo, c'était vraiment super. Et voilà, donc j'ai lu ce premier tome, relu ce premier tome du coup dans l'attente d'avoir une dédicace au Salon des Imaginaires. Chose faite, je ne vous montre évidemment pas la dédicace parce que ça reste quelque chose de personnel. Pour autant, c'était vraiment super, je l'en remercie encore. Le tome 2 attend dans ma palle, même si il n'est pas prévu que je le lise pour l'instant, mais en tout cas il va être lu, je pense, malgré tout dans le courant de l'année. Puis j'ai lu Sandorine et les dragons. Je vous remettrai à nouveau l'autrice et la maison d'édition. Décidément, youtubeuse en carton que je suis, ça va être un livre sur 2, surtout que les livres que j'ai en papier encore en ma possession, que je vous présenterai juste après, là par contre ça va être facile parce qu'il y aura vraiment sous mes yeux l'autrice et la maison d'édition. Pour l'histoire donc de Sandorine et les dragons, on va simplement suivre l'histoire d'une princesse donc, qui s'appelle Sandorine, qui n'en a rien à faire d'apprendre les bonnes manières d'une princesse, la danse, la couture, ce que vous voulez, qui elle préfère apprendre à se battre, et tout ce dont à cette époque une jeune fille n'est pas
faite pour, et va donc décider de fuir son royaume pour aller vivre du coup chez les dragons, là où il y a plus d'action qui se passe, mais pour autant, est-ce vraiment le meilleur endroit pour une jeune fille? J'ai vraiment adoré cette histoire, un petit roman jeunesse à nouveau à lire à partir de 8-9 ans. C'était dans un cadre d'une collaboration avec la bibliothèque de mon quartier. Et du coup, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à lire cette histoire que je vous recommande à 1000%, qui peut à nouveau être une histoire très chouette si vous voulez apprendre à vos enfants à lire. C'est écrit très gros, c'est de manière très simple, fluide, il y a de belles illustrations, crayons, non vraiment que de chouettes raisons d'aimer cette histoire, donc foncez si vous ne la connaissez pas. Et on arrive à ma seule vraie romance de l'été sans once de fantastique ou de fantasy, avec Tell Me Never, un livre en auto-édition écrit par Melanie Welensy et Lynn Amelia Lewis, deux autrices adorables que j'ai rencontrées au Salon des Imaginales. Le premier livre de tous ceux que j'ai acquéris, et là pour le coup c'était un prêt, vu que ce livre est à la campagne de mon père. C'est pour l'instant le premier livre de tous ceux qu'on a pu avoir aux Imaginales que j'ai lu. Ne vous inquiétez pas, autrices et auteurs qui passeraient par là, vos livres ne vont pas tarder non plus. C'est juste que simplement j'ai des semaines à thème où je souhaite lire des livres en particulier. Je vous laisse la surprise pour une prochaine vidéo, mais vous saurez très vite de quoi je parle dans peut-être un prochain post Instagram. Tiens. Pour en revenir à l'histoire, donc on va suivre Veya, qui est une wedding planner en attendant de rencontrer le prince charmant. Tout lui est réussi, elle a vraiment une agence à succès. Et tout va basculer le jour où elle va devoir préparer son nouveau mariage en date, avec qui plus est le témoin du marié qui n'était autre que son coup du soir d'avant, à qui elle n'avait pas eu le temps de demander son nom. Je ne sais pas si vous me suivez. En tout cas, voilà pour le résumé. Peut-être qu'il est un peu brouillon, je suis désolée. C'est une histoire assez spicy. J'avais jamais lu de roman spicy jusqu'à présent. C'était sympa, quoique très descriptif, ce qui m'a des fois un peu... J'étais des fois en train de lire entourée d'autres gens, puis je me dis, oh mon Dieu, fait qu'il ne soit pas penché au-dessus de moi pour regarder ce que je lis, parce que c'était un petit peu chaud. Mais c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé, même si le personnage de Derek, donc le personnage masculin principal, est un vrai con au début du livre, disons-le franchement, dans sa manière d'être avec les femmes. Enfin, voilà, surtout qu'il a une règle de ne jamais passer plus d'une nuit avec la même femme. Donc vous imaginez le nombre qui doit en passer chez lui chaque soir. Enfin bref, une histoire assez sympa avec Veya qui est un personnage à côté de lui qui est beaucoup plus... comment on peut dire, beaucoup plus terre à terre, qui n'est pas sans arrêt à être attirée par les hommes, qui elle attend désespérément son prince charmant. C'est aussi un peu pour ça qu'elle fait ce métier de wedding planner, c'est pour espérer rendre des gens heureux, même si elle, ce n'est pas son cas sur le moment. Et il pourrait très bien y avoir un petit rapprochement entre eux. Enfin, je vous laisse découvrir, mais voilà, grosso modo, c'est une histoire que j'ai bien aimée, même si... le côté spicy, j'avoue, n'est pas trop mon truc. Après, je sais que j'ai par exemple dans ma palle toujours le premier tome d'Hadès et Perséphone qui attend, où je sais que là c'est aussi pas mal du spicy. Donc on verra si l'histoire peut malgré tout me plaire. Je vais la lire, hein. C'est pas pour autant que du coup je vais m'arrêter à la première histoire spicy qui m'a pas beaucoup plu. Mais c'est vrai que c'est pas mon genre de prédilection. Donc si vous ne connaissez pas, franchement, je vous recommande ce livre. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est en auto-édition, donc qui ne sera pas forcément, sauf erreur, ou bien c'est le seul livre de toutes celles qu'elles ont publié qui peut se retrouver en vente, mais je crois que c'est pas celui-ci. Je crois que celui-ci justement est en auto-édition, donc vous ne le trouverez pas dans les grandes surfaces, mais sur leur site internet ou Instagram. De toute façon, je vous les mettrai en barre d'infos également. Et voilà, non, une sympathique
romance sur le thème du mariage. Il me reste environ 5-6 livres à vous présenter, j'espère que ce sera pas trop long, mais j'aimerais vraiment pouvoir vous mettre ces avis pendant qu'ils sont encore frais et avant d'enchaîner une nouvelle série de points lecture, pas que ça fasse trop de points lecture en retard non plus. Donc on va aller vraiment hyper vite. Une lecture que j'ai lue assez récemment, que j'ai bien aimée, assez courte et qui m'a été très gentiment envoyée par Elisa Levier auteur sur Instagram. Cette histoire s'appelle Fiction ou réalité, donc c'est en auto-édition. On va suivre une jeune fille, je ne sais plus son nom comme d'habitude, mais je vous le mettrai ici en barre d'infos. Une jeune fille qui, après avoir vécu une relation, une séparation amoureuse plutôt rude, décide de partir se changer les idées en France, sauf erreur, enfin en tout cas au bord de la mer. Et bah, du coup décide de partir seule à l'hôtel, se changer un peu les idées, se reposer, bref se sortir cette mauvaise expérience de la tête. Sauf qu'une fois arrivée là-bas, il ne va y avoir que des enchaînements de causes surnaturelles à tel point qu'elle va perdre la tête et finir par se faire... voilà, voilà. Je vais essayer de ne pas trop spoiler, je crois que j'ai déjà commencé un petit peu, donc je m'arrête tout de suite avant que ça n'aille trop loin. Mais en tout cas, voilà, elle aura des problèmes suite à tous ces phénomènes naturels, surnaturels. Et du coup, c'est ce qui... Voilà, ses vacances ne sont pas aussi reposantes qu'elle l'aurait pensé. J'ai bien aimé cette histoire, quoique certains moments, justement, de par ce qui peut lui arriver suite à ses aventures, notamment suite à ce qui pourrait lui arriver, que je vous laisserai découvrir, certains passages étaient quand même un peu... Voilà, il fallait quand même avoir l'esprit bien accroché. Et donc je pourrais pas dire que c'était un coup de cœur, pour autant j'ai passé un bon moment. Et je remercie encore beaucoup Elisa Levier, auteur, de m'avoir fait confiance en partageant son histoire. Si tu passes par là, Elisa, je te fais un coucou et un grand merci. Et puis voilà, hâte d'une prochaine... pourquoi pas d'une prochaine collaboration sur une autre histoire. Et n'hésitez pas à la lire si vous le souhaitez. À nouveau, vu que c'est de l'auto-édition, je pense qu'il faudra plus vous diriger si vous lisez en électronique ou alors oui voilà, donc en auto-édition sur Kobo ou autre liseuse, je pense que vous devriez la trouver. En tout cas, foncez si vous n'avez pas encore lu. C'est une petite nouvelle très sympa qui vaut la peine franchement d'être découverte. Je vais maintenant passer très rapidement sur un abandon. Il s'agit de Atlantis, le premier tome écrit par Madeleine et Christine Ferré-Fleury, publié aux éditions Hachette Jeunesse si je ne me trompe pas. On va suivre l'histoire de Adèle, une jeune fille qui a été très tôt orpheline, je crois qu'elle est dans les 6-7 ans, et est dans un orphelinat où elle est vraiment maltraitée, mal nourrie, enfin bref, rien ne va. Et son seul échappatoire est le grenier de cet orphelinat où elle va trouver un médaillon et un chapeau, une boussole. Je ne crois même pas que c'est une boussole, mais bref, deux objets très importants ayant appartenu à ses parents, dont son père qui était un fervent explorateur, et va donc tenter de tout mettre en œuvre pour retrouver du coup son père. Enfin, en tout cas, savoir ce qui a pu lui arriver lors de sa dernière expédition. Pour ce qui est de mon avis, je vous avoue très clairement, j'ai tenté de tenir le coup à cette histoire, mais même si de premier abord elle me plaisait beaucoup, que la couverture, comme vous pouvez le voir à côté de moi, est très belle, j'ai juste pas réussi à accrocher à cette histoire. En fait, on passe de saut dans le temps en saut dans le temps. Il y a plein de personnages en même temps qui arrivent, on ne sait pas d'où ils débarquent. En fait, un coup on est en train de parler d'une personne, un coup on en parle d'une autre, j'ai même pas eu le temps de savoir quels étaient leurs liens entre eux dans l'histoire et tout. On fait des sauts dans les époques. Ça m'a complètement perturbée dans ma lecture, du coup j'ai décidé d'arrêter, même que j'étais à une centaine de pages de la fin. Mais je me suis dit, oula, ça va gentiment me provoquer une panne de lecture si je continue, donc c'est clairement le moment que j'arrête. En tout cas, si le côté explorateur, le fait que ça se passe dans un orphelinat avec des objets magiques, etc., pourrait quand même vous plaire, n'hésitez pas à la découvrir malgré tout.
Pour autant, ça n'a pas été mon cas, mais ça reste très personnel. Pour revenir à une histoire cette fois-ci que j'ai dévorée et adorée, il s'agit de Royal Blood, le premier tome écrit par Aimé Carter, publié chez Pocket Jeunesse. C'était vraiment une pépite cette lecture. On va donc suivre... J'ai vraiment un problème avec les prénoms et les noms aujourd'hui. Bref, une jeune fille qui a grandi aux États-Unis avec sa mère. Sa mère, elle, a eu des problèmes. Je crois qu'elle a des problèmes suite à une maladie mentale. Je ne sais plus laquelle, je ne voudrais pas dire de bêtises. Bref, cette femme a eu une relation amoureuse avec le roi d'Angleterre, dont est née du coup leur fille. Et du coup, cette fille donc, qui n'a jamais connu son père, qui n'a jamais forcément cherché à s'intéresser à elle de par problème de réputation qu'il aurait pu avoir auprès de la cour, d'avoir épousé, enfin d'avoir eu une relation avec une américaine, qui plus est une roturière. Et le jour où la mère n'est plus capable donc de s'occuper de sa fille, bien que presque majeure, mais quand même, elle doit aller passer donc l'été chez son père avec la famille royale, chose qui ne va pas du tout être bien perçue. Pour autant, elle est quand même obligée d'y aller. Et contre toute attente, le roi est le seul de toute la famille à vraiment vouloir tenter de se rapprocher de sa fille et tout. Je crois que c'est pas Annalai, c'est un prénom qui ressemble. Bref, au moment où le roi veut tenter de se rapprocher de sa fille, eh bien, la presse entend parler de cette mystérieuse princesse retrouvée et va s'intéresser de très près, voire trop près, à son cas. On va même l'accuser de meurtre. Bref, l'histoire va aller de rebondissement en rebondissement. C'était juste génial, j'avais l'impression de me retrouver dans un film Netflix. C'était vraiment, vraiment génial. Je ne peux que dire du bien de cette histoire et vous la recommander si vous n'avez pas encore lu. En plus, c'est très rare que je lise une histoire qui est récemment sortie. Royal Blood, je crois que c'est sorti en début d'année. Bref, c'est tout récent. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire, c'est d'avoir le tome 2 entre mes mains. Donc foncez, n'hésitez pas, c'était vraiment une superbe histoire. Et on poursuit avec une première lecture en papier dans cette vidéo. Il s'agit de Si je n'existe pas de Kat Cueva, publié chez Robert Laffont. On va suivre l'histoire de Camille, qui est une passionnée de livres, et heureusement parce que c'est quelqu'un de très solitaire, qui n'a pas beaucoup d'amis. Bref, elle est beaucoup dans son monde, dans ses pensées, et son seul échappatoire contre le monde qui est selon elle un véritable chaos, c'est les bouquins. Et le jour où elle va commencer à travailler dans les archives de la bibliothèque de sa ville, va tomber sur un livre qui retranscrit mot pour mot des phrases et des passages de son journal intime. Elle va donc vivre l'histoire d'Alice à travers sa propre vie, à travers le personnage d'Alice dans ce roman. Et vraiment tomber des nues de voir que plus elle avance dans l'histoire, plus c'est vraiment sa vie. Et tout mettre en œuvre pour tenter de retrouver l'auteur et savoir si c'est quelqu'un, ce qu'ils ont en commun, s'ils se connaissent ou pas. J'ai vraiment bien aimé cette histoire, quoique certes très labyrinthique, aux frontières de la raison et tout. On ne sait jamais tellement où s'arrête le présent et où va la partie qui échappe au contrôle de Camille, en fait, qui se passe du point de vue d'Alice. Pour autant, j'ai eu la chance d'avoir Kat Cueva qui a gentiment répondu à mes questions liées à, donc de par un vocal Instagram. Merci encore beaucoup pour ces réponses. Donc, voilà, j'ai quand même, elle a voulu, c'était fait exprès ce côté labyrinthique, justement. Je vais essayer j'essaye comme ça de vous l'expliquer sans trop spoiler. Et apparemment, ça marche vraiment très bien. Parce que le lecteur ne sait jamais, ou ne saura jamais si vous êtes les prochains à le lire, quand s'arrête la fiction, quand s'arrête la réalité. C'est vraiment labyrinthique aux frontières du raisonnable, de la raison. C'était vraiment top. Le fait qu'on parle de livres, qu'on soit dans une bibliothèque, j'ai adoré. Donc je ne peux que vous le recommander. Et en espérant que vous passiez un agréable moment, même si je tiens quand même à vous avertir qu'il y a des passages qui peuvent parler on parle d'internement, de gens malades qui sont internés du coup en, je sais pas si on peut dire un hôpital psy, mais
un centre de soins. Donc pour les gens qui sont sensibles à cette thématique, qui sont facilement touchés, ce n'est peut-être pas la bonne lecture à lire, quoique ce n'est pas non plus une pièce majeure de l'histoire, mais faites-y attention si vous vous intéressez à ce livre. Et pour le reste, eh bien, juste n'hésitez pas à foncer, c'était une chouette lecture que j'ai bien appréciée. Et je vous recommande, même si vous voulez être sûr d'avoir bien compris ce que vous lisez, à mon sens, il faudrait que vous le lisiez en tout cas 2 fois pour bien comprendre. Mais en tout cas, c'était super chouette, n'hésitez pas en tout cas. Je passe très rapidement sur les 3 prochaines lectures, parce que c'est des lectures assez connues et la vidéo, je sens, va être interminable. Ici, on va parler donc d'un pacte avec le roi elfe, écrit par Elise Kova, publié aux éditions Big Bang, que j'ai adoré. J'attendais cette histoire comme le Messie. On va suivre, c'est un peu une réécriture entre le mythe d'Hadès et Perséphone et de La Belle et la Bête. On va suivre donc la jeune Luella, qui est la guérisseuse de son village, sauf que tous les 100 ans, pour maintenir un pacte de paix finalement, entre les elfes et les humains. Les elfes doivent donc tous les 100 ans aller chercher une fille des villages avoisinants qu'ils choisissent. Et cette année, c'est Luella, contre toute attente, qui est choisie, bien que contrairement à toutes les autres jeunes femmes que le roi elfe choisit, elle ne possède aucun pouvoir magique, ou en tout cas, c'est ce qu'elle pensait. Et va donc commencer une histoire entre les deux, où d'abord elle va donc être emmenée dans ce château, et puis un peu pour faire office de nouvelle reine, pour ressusciter un peu la magie de la nature sur le trône des elfes, qui doit donc être rechargé par chaque nouvelle reine. Je m'arrête là pour le résumé, désolée, un petit peu brouillon, ça commence à faire un moment que je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé cette histoire, quoique effectivement le côté Enemies to Lovers, où normalement Luella est censée avoir peur du roi des elfes, à mon sens, dure trop peu de temps. La romance s'installe très vite. Et si vous vous attendez à quelque chose de termes politiques, parce qu'on est dans un royaume avec des elfes, enfin, des créatures magiques, etc., passez votre chemin, ce n'est pas du tout ça. Pour mon compte, ça m'a bien convenu, parce que j'ai beaucoup de peine avec tout ce qui est relié à la politique. Enfin, j'ai beaucoup de peine quand il s'agit de termes trop politiques dans un roman de fantasy, donc c'était parfait pour moi. C'était plutôt une romantaisie, du coup, on peut dire, dans ce sens-là. Et voilà, enfin, le côté romance arrive très très vite. On parle beaucoup de ça, c'est très présent, donc c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on creuse un peu plus sur certains personnages, notamment la famille de comment s'appelle le roi des elfes, je suis en train de chercher, et Eldas, le roi des elfes. J'aurais bien aimé qu'on en sache un peu plus sur sa famille. Enfin bref, c'est une histoire plutôt que j'ai en soi bien aimée, mais qui est plutôt assez mitigée. Mais si c'est une lecture qui vous tente à fond, que vous aimez la romantaisie sans trop de politique, avec des descriptions fluides, un paysage plein de couleurs, en tout cas à mon sens et tout, c'est une lecture qui pourrait vous plaire, donc allez-y si ce n'est pas encore fait. Et à nouveau, c'est une sortie assez récente, donc très contente d'être un peu plus axée, quoique dans des prochains points lecture, vous reverrez sûrement, selon mes envies de lecture, des livres plus anciens. Mais là, pour le coup, un pacte avec le roi fait à nouveau une sortie littéraire assez récente. Avant-dernière lecture, vous êtes super courageux si vous avez réussi à tenir jusque-là. Il s'agit de 6 couronnes écarlates, de nouveau un roman que j'attendais comme le Messie. Donc c'est le premier tome, écrit par Elisabeth Lim et publié chez Rajo, où grosso modo c'est un conte de fantaisie asiatique, parce que je sais plus si c'est japonais ou chinois, donc on va dire fantaisie asiatique, d'une princesse qui a en elle, qui a une magie dans ses veines, une magie qui coule dans ses veines, je vais y arriver, une magie interdite. Sa belle-mère découvre elle va découvrir que sa belle-mère l'a aussi, décidément je vais y arriver, que sa belle-mère l'a aussi, la belle-mère, pour tenter que Shiori, donc notre princesse, personnage principal, ne dévoile pas
cette magie, eh bien, va transformer les 6 frères de Shuri en grues et la menacer que si elle ne prononce ne serait-ce qu'une phrase, un simple petit mot, eh bien l'un des 6 frères mourra. Et du coup, Shuri donc est exilée du royaume et doit tenter de tout mettre en œuvre pour sauver ses frères d'une mort certaine et en apprendre un peu plus sur cette magie ancestrale. Je m'arrête là pour le résumé. C'était une histoire que j'ai adorée. Je l'ai dévorée en une semaine grosso modo, pas aussi vite que je l'aurais souhaité, comme la plupart des romans que j'adore, mais c'était vraiment très sympa. J'appréhendais un peu justement que le côté fantasy soit trop... que le fait que ce soit une lecture fantasy soit trop descriptive, ou enfin bref, qu'il y ait trop d'informations et tout. Et j'ai passé un magnifique moment en fait. La plume d'Elizabeth Lynn est hyper onirique, très très belle. Ouais, j'ai adoré ce conte. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va en advenir du tome 2. Et je clôturerai donc cette vidéo avec ma dernière lecture du moment, fraîchement terminée ce matin. Il s'agit de Gilded, écrit par Marissa Meyer, publié aux éditions de Saxus. On va suivre en fait une réécriture de conte, une réécriture sur Rumpelstiltskin, donc le nain tracassin. Aussi un personnage connu pour le nom du conte, le conte qui s'appelle La princesse et le fileur d'or, qui est un conte que j'aime beaucoup. Je suis d'ailleurs très fan de Rumpel dans la série Once Upon a Time. On va suivre donc l'histoire de Serilda, une jeune fille qui a été bénie, ou en tout cas à qui on a donné une malédiction venue du dieu des mensonges, donc qui est vraiment née et connue pour raconter des histoires toujours plus farfelues les unes que les autres. Et un jour, on va donc raconter au sinistre et puissant roi des aulnes qui va passer par là près de son meunier, qu'elle est capable de filer de la paille en or. Le roi, lui, va donc vouloir qu'elle mette son histoire en pratique et l'enfermer dans son royaume pour qu'elle-même file la paille en or alors qu'elle sait très bien qu'elle en est incapable. Au comble du désespoir, elle va appeler donc un jeune homme qui pourra le faire à sa place, mais tout a un prix. Et comme il disait à l'arrière du livre, l'amour n'était pas censé faire partie du marché. J'ai adoré cette histoire, j'ai essayé de ne pas trop vous en dire plus parce que pour le coup le résumé est vraiment beaucoup plus frais que toutes les histoires que vous avez pu avoir avant. Et je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le 2e tome en main. C'est vrai que je ne le recommanderais pas à tout public parce que on parle de meurtre, de tentatives d'avortement non consenties, enfin vraiment de termes très très forts. Aussi beaucoup de violence envers les animaux, enfin bref, plein de petites choses. Je n'ai pas forcément tout exposé ici, mais lisez vraiment les trigger warnings avant de commencer l'histoire pour savoir où vous mettez les pieds. C'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler dans ce sens-là de premier abord, donc j'ai pris le temps de les lire avant de commencer l'histoire. Et franchement, même si certes ce sont des scènes présentes, elles ne sont pas non plus, elles ne prennent pas non plus la place sur tout le reste du livre. Donc j'ai réussi à en faire abstraction pour arriver à apprécier l'histoire et c'était chose faite. Donc je vous la recommande seulement si vous êtes prêt à passer sur ces scènes particulières ou si c'est vraiment pas ce qui pourrait vous plaire. Passez votre chemin, mais en tout cas ce serait dommage parce que l'histoire autour est vraiment super sympa.